Bonsoir. Dans la croisade contre le coronavirus, le discours des actes présidentiels est plus retentissant que les actes de discours. Tenez pour quelques mesures. 30 avril 2020, revalorisation des allocations familiales. 3 juillet de la même année, relèvement de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique et des personnels soignants relevant du Code du travail. 30 décembre 2020, harmonisation de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires et des agents de l'État relevant du Code du travail. Ce qui est dit dans ces actes est-il ce qui se fait? Constat à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, créée il y a environ 54 ans. D'ailleurs, que fait l'entreprise quinquagénaire pour que le taux de couverture sociale actuel de 22% franchisse le cap de 50% que se fixe le Cameroun à l'horizon 2030. Son directeur général, Noël Alain Olivier Moukoulou Vondoakam, est l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Avec cette émission et le mois d'avril, cet homme a une relation particulière qu'on ne saurait passer sous le boisseau. Nommé à son poste par décret du 7 avril 2008, invité d'Ibrahim Chérif, notre illustre prédécesseur, c'était le 12 avril 2020 et nous voici ce 4 avril 2021. Noël Alain Olivier Moukoulou Vondoakam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ce ne sont que des correspondances hasardeuses sur le mois d'avril? Non, c'est un calendrier fixé, parce qu'avril, pour nous, c'est le mois de la prévention des risques professionnels. Donc, tous les mois d'avril, nous célébrons ou nous passons un mois à faire la prévention, la communication en prévention des risques professionnels. Donc, c'est un rituel. De quoi s'agit-il exactement, cette prévention des risques au niveau de la CNPS? Oui, disons que la loi nous donne les pouvoirs en matière de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Donc, il ne suffit pas de réparer lorsque l'accident est survenu ou la maladie, mais il s'agit surtout, de nos points de vue en tout cas, de prévenir, c'est-à-dire de faire en sorte que ni l'accident ni la maladie ne surviennent. C'est la raison pour laquelle nous mettons un accent particulier à cette prévention, en tout cas à cette communication, tout le mois d'avril de chaque année. Très bien, nous parlerons aussi beaucoup de retraite dans cette émission et je voudrais peut-être qu'on rappelle d'abord rapidement la pensée du président de la République en ce qui concerne la retraite et je vais le citer. Il ne s'agit pas, explique Paul Biya, d'une sanction, c'est l'aboutissement normal d'une carrière passée au service de l'État. Elle correspond à une aspiration légitime au repos et ça c'était le 20 juin 1987 à l'Assemblée nationale. Alors, plus de 30 ans après, monsieur le directeur général, on voit des Camerounais qui vont à la retraite. Comme on va au cimetière, le visage fermé, pourquoi? Je crains que ce soit surtout du fait d'un manque de préparation. Alors, cette impréparation fait que la plupart rentrent comme dans quelque chose d'inconnu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la CNPS, nous organisons des formations, des espèces de colloques pour tous ceux qui vont à la retraite, de manière à leur proposer une manière non seulement de s'y préparer, mais surtout de s'engager dans certains projets qui peuvent être porteurs de revenus, qui peuvent entraîner une espèce d'enthousiasme, d'épanouissement supplémentaire, parce que ce n'est pas la fin de la vie. Cela porte des fruits jusqu'ici, ça rassure oui, ceux qui vont à la retraite. La preuve, lorsque nous analysons l'espérance de vie à 60 ans de nos pensionnés, ils en sont à 60 plus 15. Ça veut dire que la moyenne vive 75 ans. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire autre chose que ce qu'ils ont fait pendant leur carrière. Et nous espérons que ce temps va s'allonger plus que cela. C'est la raison pour laquelle nous essayons de les encadrer, de les former, de les soutenir à ces moments de retraite. Il y a un spectacle qui n'est pas toujours admirable au niveau de certaines agences CNPS, c'est les longues files de ces personnes à la retraite
qui attendent, parfois debout. Est-ce que cela signifie qu'on ne respecte pas suffisamment les personnes qui ont vécu, selon une expression très camerounaise? Ça, c'est une image d'Épinal. Vous savez, on confond beaucoup. Dès qu'on dit retraité, on pense à la CNPS. Non, la CNPS ne gère pas tous les retraités du Cameroun. Nous gérons les retraités du secteur privé et parapublic. Donc, ceux dont vous avez vu les fils s'allonger ne sont pas les nôtres. Et donc, les vôtres ont un traitement qui est plutôt honorable, on va dire. Plus qu'honorable, puisque dans la mesure où ils ne s'alignent pas chez nous, ils ne s'alignent pas à nos guichets, hein, il suffit qu'ils attendent chez eux, on leur envoie un message lorsque leur pension arrive et ils vont l'apercevoir à la banque, à une microfinance ou à un distributeur de billets. Chez nous, on ne fait pas de queue, on ne fait pas de ligne. S'agissant de ces billets de banque, on peut les percevoir combien de temps après avoir engagé la procédure? C'est-à-dire, bon, prenons un cas, si demain je vais à la retraite, j'en ai pour combien de temps en termes de procédure à la CNPS pour passer à la caisse? Ah, il est de notoriété aujourd'hui que c'est dès le mois suivant. C'est-à-dire, si vous déposez votre dossier aujourd'hui, à la fin du mois, vous avez votre retraite, votre pension le 27. Tous les 27, on perçoit sa pension. C'est un mois maximum. Et ça, c'est grâce à une sorte d'automatisation de certaines procédures que vous avez mises en place à la CNPS. Oui, tout à fait. Nous avons d'abord réduit le temps des procédures, nous avons réduit les étapes et nous avons automatisé les procédures. Donc, dès lors qu'elles sont dématérialisées, vous comprenez que le temps n'est plus un obstacle. Au contraire, il devient un allié pour nous et pour le bénéficiaire de la prestation. Ça, c'est les pensions. Vous les percevez le mois d'après. Pour les allocations familiales et les autres prestations de court terme, c'est quasi immédiat. S'agissant des allocations familiales, vous nous permettez tout de suite d'enclencher les mesures prises par le président de la République. Est-ce que le relèvement de ces allocations est effectif? Le relèvement n'est pas encore effectif parce que nous attendons encore la formalisation réglementaire de cette décision qui va survenir certainement. Mais qui devrait formaliser? C'est par un décret que la formalisation est faite. Autrement dit, aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce que cela pourrait coûter ou va coûter à l'État du Cameroun, à la CNPS en l'occurrence. Nous savons ce que cela va nous coûter. Nous y sommes préparés. Et c'est à peu près? En matière de pension, d'allocation, cela va nous coûter à peu près 8 milliards. Donc nous y sommes préparés. Nous n'avons aucune sorte d'inquiétude lorsque la formalisation sera faite. Alors, dites-moi, un relèvement de l'âge de départ des fonctionnaires ou des agents de l'État à la retraite, ça apporte quoi de manière concrète au plan de la sécurité sociale? Écoutez, c'est une mesure à la fois sociale et économique. Sociale parce que cela permet à ceux qui ont travaillé durement, je présume, tout au long de leur carrière, cela leur permet de se reposer à 60 ans, hein, qui est, nous n'oublions pas, un âge supérieur à celui de l'espérance de vie au Cameroun, qui est d'à peu près 56 ans. Donc, on présume que ceux-là ont travaillé durement. Donc, ils peuvent se reposer, ils peuvent changer d'activité, faire autre chose, mais c'est aussi une mesure économique dans la mesure où, rallongeant la durée de cotisation, cela donne un répit et une trésorerie supplémentaire, en tout cas en ce qui nous concerne à la CNPS ou à l'État, chacun en ce qui le concerne, qui diffère, ce faisant, le paiement de la pension. Donc, cette durée des cotisations, monsieur le directeur général, elle est de combien d'années pour aspirer donc à passer à la caisse si
on est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, il faut cotiser combien de temps? Il y a un minimum à la CNP, c'est 15 ans. De 180 mois, il faut avoir travaillé au moins 180 mois, en tout cas cotiser au moins 180 mois pour bénéficier d'une pension. En dehors de cela, on a ce qu'on appelle une allocation qui vous est versée en une seule fois. Il se pourrait qu'aujourd'hui, les chiffres des personnes couvertes par la CNPS ne soient pas extraordinaires par rapport à l'existant. Je dirais qu'il est très impressionnant. Maintenant, si vous me dites que ça ne couvre pas tous les Camerounais, bien entendu. D'abord, nous ne couvrons pas les fonctionnaires. Eux, ils relèvent du régime de la fonction publique. Et ils ne couvrent pas ceux du secteur informel qui ne sont pas affiliés. Et c'est notre cible privilégiée aujourd'hui. Nous recherchons vers cela, je dirais, une nouvelle clientèle. Nous y allons, bon an, mal an. Nous avons à ce jour, par exemple, 242 000 du secteur informel. Nous espérons en avoir beaucoup plus dans les prochains mois, les prochaines années. Mais en termes de couverture du secteur dit obligatoire, je crois que les chiffres sont satisfaisants. Alors, s'agissant toujours de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, elle pose un problème, celui de l'ouverture de cette fameuse caisse nationale du personnel de l'État prévue par la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Est-ce que la CNPS va vers une concurrence? Non, au contraire, je crois que c'est quelque chose de très positif. Si cela advient, c'est très positif. Cela va développer davantage la sécurité sociale. Donc c'est un complément à ce que nous faisons. Ça se fait déjà au niveau du ministère de la fonction publique couplé au ministère des Finances. L'idéal, effectivement, serait qu'il y ait une caisse du secteur public, des fonctionnaires. Donc vous ne redoutez pas une ponction sur, on va dire, les parts de marché de la CNPS? Non, nous ne serions pas, le cas échéant, concurrents, plutôt partenaires. Alors, les mesures prises par le président de la République que nous venons d'évoquer, elles interviennent dans un contexte qui est celui de la crise sanitaire et qui se transforme elle-même en crise économique. Est-ce qu'au niveau de la CNPS, vous avez pris la mesure de la chose vis-à-vis des entreprises qui sont peut-être vos clients ou alors vos partenaires et leur apporter peut-être des mesures d'assouplissement dans le cadre de vos interactions, les accompagner? Absolument, en répondant aux prescriptions du gouvernement instruites par le président de la République, nous leur accordons toutes les facilités de paiement, c'est-à-dire que ceux qui en font la demande, nous leur accordons une espèce d'échelonnement financier plus ou moins long de paiement. Et nous accordons même des remises gracieuses de pénalités, de majoration de retard pour ceux qui ont payé hors délai ou qui ont télédéclaré le personnel hors délai. Ils subissent automatiquement des pénalités ou des majorations, mais nous sommes très enclins sur leur demande à leur accorder des remises de manière à soutenir quelque peu leur trésorerie. Donc, ils ont tout notre soutien pour leur permettre à la fois de ne pas trop souffrir de cette situation économique, mais aussi de pouvoir couvrir convenablement le personnel qui pourrait ainsi bénéficier des prestations sociales que nous offrons. Donc ce soutien-là, en tout cas, ne va pas jusqu'à, on va dire, la suspension du paiement. Non, cela n'est pas possible dans la mesure où c'est ces paiements qui nous permettent aussi d'effectuer nos prestations. Donc, mais la CNPS est en surliquidité, me semble-t-il. Vous convenez très bien que si vous ne faites que dépenser sans encaisser, vous courez à la faillite. Mais vous confirmez cette information, la CNPS est surliquide? C'est une réalité, oui. On ne peut pas la nier puisque les chiffres sont là pour l'indiquer. Nous en sommes particulièrement fiers, mais je le dis une nouvelle fois, ce n'est pas une raison ni pour baisser les bras, ni
pour nous livrer à des dépenses tous azimuts sans nous préoccuper des revenus, les encaissements constants qui garantissent en réalité la pérennité du système que nous gérons. Noël Alain Olivier Moukoulou-Vondoakam, directeur général de la CNPS. Je reviens à vous dans un instant. Je vous propose de marquer un arrêt à ce stade pour nous intéresser à une problématique qui relève aussi d'une certaine manière de la couverture sociale. Il s'agit de la couverture santé universelle. Envisagée depuis environ une dizaine d'années, on devait avoir les premières mesures ce semestre 2021. Le constat n'est pas des plus enthousiastes. C'est ce que nous allons voir dans cet élément de Oswald Medong. Si l'expression semble relativement nouvelle pour les Camerounais, la couverture santé universelle, c'est en plus simple l'accès équitable aux soins de santé de qualité pour l'ensemble de la population. C'est donc à cela que les pouvoirs publics camerounais destinaient les populations à l'horizon de l'année en cours. Quelques chiffres pour illustrer l'urgence de la CSU au Cameroun. À date, seul 6,46% de la population est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé. 70% des dépenses santé sont jusqu'ici supportées à un instant T par un faible pourcentage de la population constituée des malades de cet instant et leurs familles proches. Et la CSU ambitionne de porter à 100% le nombre d'individus ayant accès aux services de santé sans encourir des difficultés financières. La noble ambition repose cependant sur la disponibilité des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national et le financement de la demande de soins. Les prémices de la couverture santé universelle étaient perçues en août 2020 avec la signature de partenariats public-privé entre la Société Santé Universelle Cameroun et le ministère de la Santé publique. Dans la foulée de cette signature, le logiciel CSU, dont les différentes fonctionnalités doivent favoriser la mise en œuvre du projet, avait aussi fait l'objet d'une présentation. Optimiste, l'on annonçait alors pour le premier trimestre de 2021 les premiers pas de la matérialisation et la mise en exploitation de la couverture santé universelle au Cameroun. Ce qui n'est pas encore le cas jusqu'ici. Crise sanitaire oblige, peut-être, mais pas seulement, assurément. Et déjà, cet état des choses donne du grand montre à certains spécialistes très sceptiques qui remettaient en cause l'efficacité du modèle de CSU choisi par le Cameroun. Seulement, il est encore un peu tôt pour valider la théorie du bébé mort-né que l'on prédestine à la CSU camerounaise. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population Ladamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. De la Caisse nationale de prévoyance sociale, qu'est-ce qui peut justifier que ce bébé, la couverture santé universelle, ne vive pas pleinement ses premiers moments? Écoutez, cela relève d'abord du gouvernement. Je crois que le gouvernement est engagé à mettre en œuvre cette CSU. Quant au timing, vous savez, il y a des choses qu'on prévoit et qu'on ne peut pas toujours réaliser dans le temps prévu, mais je crois savoir que moi-même j'y ai participé, en tout cas ces derniers jours, j'ai participé à certains travaux relatifs et je crois que le gouvernement est décidé à mettre en œuvre cette CSU dans les meilleurs délais, je crois. Et donc, pour vous, de votre expérience et de votre position, vous êtes plutôt optimiste? Oui, il n'y a pas lieu d'être particulièrement pessimiste. C'est vrai qu'il y a toujours des ajustements entre l'idéal que recherchait le gouvernement et la réalité de terrain. Il y a parfois un hiatus qu'il faut simplement combler. Et je crois savoir que
ce hiatus est en train d'être comblé. C'est une question technique, moins que politique ou de volonté. Je ne doute pas, je vous le dis bien. La volonté politique est réelle. La volonté politique est réelle. Le président de la République l'a demandé. Le gouvernement est en train d'y travailler. Il y a eu, je crois, pour ce que j'en ai perçu, des détails, il y a des détails techniques qui n'ont pas toujours été ceux qui étaient escomptés au début. Mais sur lesquels vous ne souhaitez pas revenir ici. Il ne m'appartient pas d'en parler, mais je crois que après les observations qui ont été faites par certains, le gouvernement ajuste sa proposition et il reviendra très bientôt pour le grand bénéfice des Camerounais et pour satisfaire la prescription et la volonté du président de la République. Il ne faut pas désespérer, ça viendra assurément. Alors revenons sur les choses à propos desquelles vous pouvez parler plus librement parce qu'il s'agit de vos prestations. Voici quelques indicateurs de l'assurance volontaire destinés aux travailleurs indépendants et ceux du secteur informel qu'on appelle également le secteur non structuré. 85 000 immatriculations en 2015, c'était les débuts, 16 000 en 2018 et un peu plus de 18 000 en 2019. Ce n'est plus le grand enthousiasme des départs. Si cet outil, si cet instrument n'est pas adapté au contexte camerounais, pourquoi ne pas le réviser? D'abord, c'est un phénomène normal, statistiquement parlant. Vous savez, les débuts sont toujours très enthousiasmants. Il y a une espèce de flamboiement d'inscription, d'immatriculation lorsqu'un produit nouveau est lancé avec ce que cela suppose de communication, d'implication de tous. Puis, chemin faisant, il y a une espèce de mitigation du phénomène, mais nous avons adopté une stratégie en deux volets. Le premier volet, c'est de réintensifier la communication. Cette fois-ci, nous sommes en communication dans des équipes de travail avec le gouvernement et certains partenaires au développement, comme on les appelle, pour booster ce produit. Donc cela sera fait. Nous avons un programme qui reprend dès ce mois d'avril, on l'espère. Et l'autre volet, c'est effectivement de réajuster un peu le produit. Si le produit n'est plus tout à fait attrayant, il faut le réajuster. Qu'est-ce qui fait problème? C'est l'environnement ou c'est la qualité du produit? C'est les deux. C'est les deux sans être langue de bois. Aussi bien l'environnement parce que la crise économique oblige. Les gens ont peut-être moins de moyens pour adhérer, payer une cotisation régulière, mais c'est aussi... il faut bien le dire, j'ai failli dire l'avouer, le produit qui doit être réajusté par un certain nombre de paramètres que nous avons déjà proposés au gouvernement. Je crois que le gouvernement y travaille pour que ce soit fait. Il faut réemballer, pour parler comme dans le commerce, le produit. Ce sera fait pour le rendre plus attrayant, plus intéressant. Notamment dans les enquêtes que nous avons effectuées, il nous est revenu que nos clients potentiels, qui ont du mal parfois à se positionner sur le long terme, puisqu'il s'agit du secteur informel, des gens qui travaillent au jour le jour, donc gagnent leur pain au quotidien, comme l'expression le dit. Donc, ceux-là, ils souhaitent avoir des prestations de court terme. Jusqu'aujourd'hui, ils bénéficient de la pension, mais ils souhaiteraient aussi bénéficier, par exemple, des allocations familiales pour leurs enfants. Ils souhaiteraient bénéficier des risques professionnels, des maladies professionnelles, des accidents du travail. Et c'est des propositions qui ont été faites pour que le produit en lui-même soit plus attrayant et ipso facto, donc, entraîne une adhésion plus massive de ce que nous visons, c'est-à-dire le secteur informel. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de gain du pain quotidien.
ce n'est plus une équation facile en contexte de coronavirus. Vous ressentez les effets de la pandémie, de la crise sanitaire au niveau de la CNPS? Oui, nous le ressentons d'une manière paradoxale. C'est-à-dire? Paradoxale, c'est-à-dire que aussi bien nous enregistrons une baisse des entreprises qui s'immatriculent, donc il y a moins d'entreprises qui se créent, qui s'immatriculent, mais en même temps une augmentation du nombre de personnes qui s'affilient. Cela signifie que beaucoup d'entreprises qui étaient plus ou moins clandestines ou qui ne déclaraient peut-être pas toujours leur personnel, par le caractère attractif de la CNPS, par ces moments-ci qui plaisaient, poussent le personnel, qui jusque-là était donc, je ne vais pas dire dissimulé, mais en tout cas inconnu, les poussent à s'immatriculer. Donc, ces entreprises qui ne s'immatriculent pas, Monsieur le directeur général, c'est une sorte de, on va dire, de banditisme, si on ne veut pas mâcher les mots. Comment vous les traitez? Vous n'avez pas de moyens de pression? S'il faut être cru, peut-être, nous préférons un vocabulaire plus urbain, c'est-à-dire nous considérons que c'est des gens qui hésitent ou ont quelques difficultés. Vous préférez dire que c'est de l'incivisme? C'est de l'incivisme, c'est davantage de l'incivisme que du banditisme, parce que c'est un mot très fort, qui a des implications, y compris pénales. Nous ne souhaitons pas aller là-bas. Nous préférons œuvrer dans une espèce de diplomatie, de dialogue pour les amener. Et c'est lorsque nous constatons une réticence volontaire, persistante, que nous frappons. Donc, cela, nous travaillons au jour le jour pour les amener à s'immatriculer et à immatriculer leur personnel. Prenons le cas des entreprises qui ferment du fait de la pression liée au coronavirus. Quel est le sort des personnels du point de vue de la sécurité sociale? C'est un sort assez difficile, il faut le dire. C'est difficile parce que ceux-là, ils ne sont plus couverts. Ils ne peuvent aspirer à rien? Avant 60 ans, non. Donc ils perdent le bénéfice des allocations familiales parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Et s'ils n'ont pas une ancienneté ou une cotisation de 180 mois, ils ne peuvent pas à 60 ans bénéficier d'une pension. Mais la CNPS a le beau rôle là en ce moment. Non, ce n'est pas le beau rôle parce que nous ne sommes pas là pour garder leur argent. Pourquoi vous ne leur donnez pas quelque chose? Duralex, c'est de l'ex parce que la loi le prévoit ainsi. Et c'est notre système de sécurité sociale. Il faut que la caisse ait un certain argent qui lui permette de payer des prestations. Si nous ne faisons que payer, nous courons à la faillite. Il faut encaisser de l'argent. Donc pour cela, il faut simplement souhaiter que ce ne soit que de mauvais moments à passer et que d'ici très peu, nous repartions, notre économie reparte et que l'emploi se recrée, qu'il soit recruté et paye leurs cotisations sociales. Mesdames et messieurs, vous regardez Actualité Hebdo, c'est la grand-messe du dimanche sur la CRTV et c'est un dimanche de Pâques. Peut-être avez-vous été au marché en ce qui concerne les ménagères et constaté que, certains aliments comme le poulet et le poisson ne sont pas spécialement disponibles. Le ministre du Commerce a donné des assurances sur les antennes de la CRTV et nos équipes étaient sur le terrain pour les constats. Voyons donc tout cela avec Tatiana Ombédé dans cette grande enquête d'Actualité Hebdo. Les commerçants et les ménagères ont du mal à faire panier plein ces dernières semaines. Le poulet et le poisson maquereau sont moins visibles dans les étals. La facture est quand même assez élevée pour consommer du poulet. On compense en prenant de la viande de bœuf, parce que même le poisson n'est pas évident. On prend aussi du poisson fumé. Le prix du poulet a presque doublé et les commerçants battent les ailes pour satisfaire la clientèle. Le prix, c'est combien? 5 000. 5 000 ça. Le peu que nous trouvons, nous prenons. Bon, parfois, comme aujourd'hui, il n'y avait presque pas. Bon, nous rentrons, se trouvons 10, 20, 30, ça dépend.
le jour qu'il y a. Même ambiance dans les poissonneries. Là-bas, le maquereau manque à l'appel. Le fruit des mers si prisé est presque introuvable depuis environ 3 mois. La plupart des ménages se retrouvent aujourd'hui à consommer des variétés de poissons jusqu'ici moins courues. Nous ne vivons que du poisson braisé. Quand il n'y a pas le poisson au marché, nous souffrons. On vend les thons, on braisait tout ce qu'on ne pouvait même plus braiser. Il y a les mulets qu'on ne braisait même pas, on braisait déjà. Au cœur de ces difficultés, l'on entend un cri d'espoir. Le ministre en charge du commerce veut éviter les pénuries et les hausses de prix. Il vient ainsi d'effectuer un tour dans les marchés de la capitale. Le maquereau mauritanien, le fameux Oya Oya, si prisé de nos consommateurs, n'est pas présent sur le marché, pour une raison simple. C'est une raison naturelle, c'est la période de repos biologique. Alors, effectivement, on aurait pu en trouver, mais simplement, ça aurait fait pousser des cris d'orfraie à nos consommateurs, parce que le prix est inaccessible. En revanche, nous avons diverses autres origines sur le marché. Je pense aux maquereaux chiliens, aux maquereaux espagnols, etc. Pour ne pas être victime de mauvais commerçants, la Ligue camerounaise des consommateurs conseille de bien choisir les points de vente. En tout cas, les autorités mettent tout en œuvre pour alléger la tâche aux ménages. Dans la globalité, les produits qui sont consommés au quotidien par les consommateurs camerounais, ces produits sont disponibles en quantité, en qualité. Et par conséquent, à partir du moment où la disponibilité au rendez-vous, forcément, les prix également, les prix sont abordables. Au marché Mokolo, à Mvongbi ou même à Etoudi, la plupart des stocks sont à la portée de tous et surtout pour toutes les bourses. J'imagine, Noël Alain Olivier Mokulu Mvondoakam, que quelle que soit la conjoncture, la table du directeur général de la CNPS ne peut être que fournie. Écoutez, contrairement aux apparents, je suis plutôt frugal. Donc je suis abonné au POM, qu'on trouve partout, qui ne coûte pas grand-chose. Je mange d'une touba, la sauce d'arachide et les fruits. Et du coup, vous n'avez pas vu passer cette fièvre? Non, je ne suis pas abonné aux poissons importés. Je consomme exclusivement du local. Très bien. S'agissant du local, monsieur le directeur général, on vous aperçoit ces derniers temps en visite de chantier au quartier Hippodrome à Yaoundé, un chantier de type R+8 qui n'est pas sans rappeler celui de l'immeuble de l'Émergence. Qu'est-ce qui justifie cet attrait de la CNPS pour l'immobilier? Écoutez, pour ceux qui sont accoutumés à la sécurité sociale et aux stratégies de pérennité des systèmes de sécurité sociale, ils savent que l'une des armes de préservation de la pérennité ou de garantie de la pérennité d'un système de sécurité sociale, c'est l'investissement et notamment les placements dans des secteurs rentables. Et l'un des secteurs les plus rentables, en tout cas au Cameroun, et sans doute ailleurs aussi, c'est l'immobilier. Et que répondez-vous à ceux qui disent ou qui diraient qu'il s'agit là d'une débauche d'énergie au détriment de votre cœur d'activité? C'est précisément le cœur d'activité parce que cela nous garantit. La construction. Vous voyez par exemple aujourd'hui, si on a du mal à obtenir des cotisations sociales parce qu'il y a crise économique, vous conviendrez qu'il faut rechercher d'autres sources. Et l'une de ces sources, c'est le rendement des secteurs tels que l'immobilier. Donc il faut construire en même temps que cela participe du développement urbain, de la politique gouvernementale en matière d'habitat, en matière de l'assainissement des villes, de beauté de la ville. Donc nous essayons de rendre compatible l'ensemble de ces exigences. À la fois, nous contribuons au développement du Cameroun et en même temps, nous garantissons des revenus qui ne sont pas que ceux des cotisations sociales des travailleurs qui parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, peuvent
advenir à manquer en cas de crise économique. Donc c'est une nécessité managériale de placer dans l'immobilier, entre autres choses. Comment contrôlez-vous les bénéfices issus de ces placements, sachant que vous avez pratiquement des pleins pouvoirs, des pouvoirs jupitériens, vous n'avez pas d'agent comptable, vous n'avez pas de contrôleur financier, vous êtes un DG qui a les mains libres. Comment contrôlez-vous donc la gestion de ces revenus? Mais il y a une direction financière. Je ne sais pas si vous connaissez des entreprises où il y a un agent comptable, un contrôleur financier. Vous avez une direction de l'administration et de la comptabilité. Que nous, c'est pour dire que c'est un maillon qui concerne c'est un type d'établissement public, mais qui n'assure en rien la performance ni la qualité de la gestion. La preuve, nous n'en avons pas, nous faisons les meilleurs résultats au Cameroun. Donc, ceci n'explique pas cela. Ces résultats-là, Monsieur le Directeur général, à quoi les attribuez-vous? C'est à la mutation décidée par le président de la République au terme du décret, je pense, de juin 2018, ou alors au dynamisme de votre personnel, sinon au vôtre vous-même? Écoutez, depuis que je suis directeur général, c'est-à-dire avril 2008, nous avons des résultats sans cesse croissants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est tous les jours que nous essayons d'améliorer. Ce n'est pas quelque chose de figé, de cadenassé dans une forme de quotidien sclérosant, non. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration continuelle. Donc, dans tous les aspects du terme, que ce soit les procédures internes, que ce soit la qualité des placements, que ce soit la manière dont le personnel est suivi. J'ai voulu dire la rigueur dans laquelle les choses sont organisées. C'est tout cela en synergie qui nous permet d'obtenir les résultats que nous avons. Donc c'est un ensemble, c'est une stratégie que nous menons et qui nous permet d'arriver à ces résultats que nous espérons continuellement positifs, en tout cas performants. Alors, toujours s'agissant de ces résultats, lorsque des assurés apprennent que la CNPS réalise plus de 72 milliards de francs CFA d'excédent en 2020, et c'est ainsi, vous l'avez dit vous-même, depuis quelques années, à quelques chiffres près, alors vos assurés se disent donc que vous prélevez trop et vous ne reversez pas assez. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la grille de répartition? Écoutez, c'est une grille qui a été arrêtée depuis plusieurs années. Elle n'est pas inamovible. Écoutez, si vous avez un salaire de 1000 francs qui vous permet de faire des économies, de prévoir l'avenir, et quand vous dites, cessez de prévoir l'avenir, cessez d'épargner, revenez à 500 francs, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. La meilleure solution pour nous, c'est de dire, tant que nous faisons de bons résultats, nous ne demandons pas d'augmentation du taux de cotisation parce que nous avons une aisance de trésorerie qui nous permet de voir loin dans l'avenir, donc de garantir à tout cela une prestation sociale à long terme. Vous savez, d'aucuns ont l'habitude de dire la sécurité sociale, ce n'est rien d'autre qu'une promesse sur l'avenir. C'est-à-dire nous faisons aux travailleurs une promesse qu'ils auront une pension dans 20, 30, 40, 50 ans. S'agissant de cet avenir et de ces promesses, quels sont aujourd'hui les chantiers de la CNPS qui pourraient fondamentalement modifier le cours des choses dans un avenir peut-être proche ou, on va dire, lointain? Non, mais il faut savoir dans quel sens. On ne modifie pas pour modifier, on modifie pour faire un ajustement, pour améliorer dans un sens voulu. Donc, pour l'instant, nous pensons que la manière par laquelle nous procédons nous donne de bons résultats. Si nécessaire, nous allons modifier les choses, mais pour l'instant, nous nous en tenons au principe qui dicte notre action.
Cela dit, nous restons, je l'ai dit, dans le principe d'amélioration continue. Si tant soit peu il y a quelque chose à améliorer, nous sommes preneurs et nous y allons. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous ferai des propositions, mais dites-moi, parlant par exemple du télétravail, vous pensez que passer le coronavirus, c'est un mécanisme que vous allez définitivement domestiquer et conserver, ou alors vous allez vous en séparer après? Écoutez, le télétravail, il faut différencier le télétravail dans une circonstance exceptionnelle comme celle que nous vivons en ce moment, du télétravail principe de travail. Pour les circonstances exceptionnelles, c'est bienvenu. En ce qui nous concerne, nous nous y adonnons. Nous avons réorganisé nos méthodes de travail, nos procédures. Donc, nous avons mis en télétravail quasiment un personnel sur 3. Nous n'avons aucune difficulté parce que nous avons l'équipement pour ça. Nous y étions préparés déjà. Par contre, s'il s'agit d'une nouvelle procédure, d'un nouveau mode de travail, il faut y réfléchir par 2 fois parce que cela a des conséquences qui ne sont pas toujours celles qu'on pourrait espérer dans un cadre où il faut promouvoir le travail, l'emploi. En un mot comme en mille, vous suspendez votre jugement sur la question? Je ne suspends pas, je suggère qu'on y mène une réflexion très raisonnable parce que j'ai parfois entendu des gens dire oui, on va mettre un employé qui va s'occuper de 3, 4, 10 institutions, mais cela pourrait aussi signifier la perte d'emploi. Il faut que le gouvernement, je sais qu'il y travaille, sache les postes de télétravail qu'il va fixer et d'autres qui ne pourraient pas faire l'objet de télétravail, sinon cela pourrait entraîner une suppression ou une non-création d'emplois. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la volonté de l'État, parce qu'il ne faut donc pas toujours faire ce que les autres font. Il faut avoir une autonomie d'action, de pensée, de réaction qui correspondent à notre environnement réel, à ce que nous voulons. Si nous voulons préserver ou créer davantage l'emploi, il faut être circonspect en matière de télétravail, ne pas s'y jeter comme un effet de mode, comme on le voit ailleurs, parce que cela correspond à d'autres impératifs qui ne sont pas toujours les nôtres. Alors, il faut une réflexion très approfondie avant de l'adopter et de le généraliser, je voulais dire. Puisque nous parlons de travail et de coronavirus, je vous ai vu arriver tout à l'heure arborant votre masque. Vous l'avez acheté où? Nous l'avons acheté en pharmacie. En pharmacie. Tout à fait. Alors, nous allons, je vous pose la question parce que je voudrais vous amener, voir un peu ces personnes-là qui achètent leurs masques en bordure de la route pour questionner un peu l'état de santé de ces masques-là et même leur fiabilité. C'est ce qui constitue la chronique sociale de Franck Evina. Le masque à pignon sur rue et se vend désormais dans la rue, dans les carrefours, les espaces à forte concentration, près des hôpitaux. Un business florissant alimenté par une crise sanitaire qui ne faiblit point. Par contrainte ou par précaution, la précieuse protection s'est imposée dans les habitudes. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Je fais confiance à la qualité. Quand j'achète, je n'ai pas d'arrière-pensée. On ne manipule pas. C'est moi qui prends ça et donne. Mais comment ça fait donc pour être emballé comme cela? Non, mais c'est nous qui emballons ça. On ne peut pas vous mentir. Voici par exemple le paquet. C'est nous qui emballons ça, mais avec précaution. Donc on ne fait pas du n'importe quoi. On prend du temps. On fait tout ça au propre. Comment ne pas masquer les risques tant que le masque de la rue ne coûte que 100 francs CFA? Au tout début de la pandémie, on se souvient qu'acheter un cache-nez chirurgical était de la mer à boire. Cette fois, le marché noir semble répondre à la demande. Les vendeurs ambulants de masques disent qu'ils se ravitaillent ici, au marché central de Yaoundé. Notre caméra est bien évidemment non grata dans ces officines clandestines que nous filmons à distance et à la hâte. Toujours, ça fait 3 jours.
que je commence à vendre les masques. Et comment vous faites pour vous ravitailler? Vous achetez ça où? Bon, il y a les livreurs qui nous apportent. Nous, on est ici, des fois on part au marché, on trouve, on achète. Quel marché? Marché central. Il y a les livreurs, dont les vendeurs de l'action qui nous livrent ça. Parfois, les gens ils touchent ça avec leurs doigts directement. Vous voyez, c'est un peu délicat. Vous touchez, vous sentez que ça, c'est très très léger. Que le masque soit à la portée de tous, c'est bien. Ce qui inquiète, ce sont les sources d'approvisionnement. Traçabilité et qualité douteuse. Nous-mêmes, ça nous inquiète. Quand on va dans tous les carrefours, on constate qu'il y a des gens qui vendent des masques à 100 francs et tout ça. Ça nous incommode beaucoup parce qu'on ne sait pas quel est le circuit de ravitaillement. Comme le phénomène des médicaments de la rue. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes une personnalité Android. Je vous invite donc à faire un clic pour surfer sur les plateformes de la CRTV et retrouver les questions posées par les internautes et rassemblées par Elvis Mbimba, le rédacteur en chef web. Réagissez s'il vous plaît rapidement puisque nous allons vers la fin de cet entretien. Sylvain Maka, il nous dit... Nos allocations familiales sont toujours à 2800 par enfant malgré les annonces du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que vous avez répondu à cette question. Tout à fait. Mais peut-être vous pouvez rappeler en quelques secondes la raison. La formalisation viendra certainement. À quand la décentralisation effective des pensions retraite? Ça, c'est la question de Jean-Pierre Djobbi Wadem. Écoutez, je ne sais pas très bien ce qu'il demande. La décentralisation, on n'en a pas besoin dès lors que tout est dématérialisé. Donc, quel que soit le lieu où on a son dossier, on peut être payé exactement dans les mêmes délais que partout ailleurs. Donc, ce n'est pas un principe pertinent en ce qui nous concerne. On n'a pas besoin de venir absolument à Yaoundé. Non, nulle part. Raphaël Ndoubena, lui, a une préoccupation vraiment pratique. Pourquoi le recrutement à la CNPS reste une énigme? C'est énigmatique, le recrutement à la CNPS? C'est tellement énigmatique pour lui, mais pas pour ceux qui savent qu'il faut faire une demande d'emploi. Mais demande d'emploi ne signifie pas recrutement, sinon, moi, j'en reçois une dizaine tous les jours. Donc. Je ne peux pas recruter les 10 personnes qui font une demande tous les jours. Donc, ce n'est pas une problématique particulière en ce qui nous concerne. Alors, Monsieur le directeur général, la CNPS ne couvre pour le moment que 7 des 9 domaines de la sécurité sociale identifiés par l'Organisation internationale du travail. À quand l'extension au domaine restant, ou alors ce n'est pas nécessaire pour notre pays? Non, écoutez, nous sommes exécutants de la politique gouvernementale. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas adopté le chômage comme prestation sociale, mais est en train, comme on l'a vu en début de cette émission, est en train d'adopter la maladie. Donc, lorsque la maladie sera là, le Cameroun, simplement la CNPS, le Cameroun aura une 8e prestation. Noël Olivier Mokolo Mvandoakam, qu'est-ce qui fonde votre fierté particulière, celle de votre action depuis que vous êtes à la CNPS? C'est facile à dire. Chaque fois que des retraités réagissent en disant qu'ils sont fiers de ce que nous faisons, ils sont heureux de notre réactivité, notre manière de les servir, d'améliorer la qualité de service, c'est la chose qui me rend le plus fier. Maintenant, il y a les résultats financiers aussi, d'être
l'entreprise la plus performante au Cameroun, privée et publique confondue, c'est un motif de fierté également, y compris d'ailleurs quasiment en Afrique francophone. Donc, ça ne vous amène pas à rêver de passer en bourse? Non, par la nature de notre institution, nous ne pouvons pas. Cela n'est pas envisageable. Non, nous ne pouvons pas être cotés en bourse. Alors, pour terminer, Monsieur le Directeur Général, je ne trahirai aucun secret en disant que vous êtes un amateur d'athlétisme. Pas seulement, je suis un amateur de sport. Plus généralement, vous connaissez donc certainement la devise olympique. Oui. Celle qui consiste à aller plus vite, plus haut et plus fort. Alors, depuis votre arrivée à la CNPS, on constate que chaque année et chaque jour, vous allez plus vite, plus fort et plus loin. Quelle est votre destination? Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Qu'est-ce que vous visez? L'amélioration du service rendu à ceux qui attendent parfois tout de nous. Parvenu à ce stade excédentaire de vos recettes et ce stade exemplaire de vos performances, vous estimez que tout est terminé et que vous avez donc atteint votre destination? Mais écoutez, il est parfois plus difficile de rester au sommet que d'y accéder. Donc le plus dur, c'est d'y rester tout en améliorant les choses. Donc, vous vous doutez que nous maintenons nos efforts qui sont lourds, parce que ce n'est pas gagné, ce n'est pas acquis. C'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau, de se préserver, surtout que malheureusement, chez nous, le succès semble attirer les ennuis, les controverses, plus que les félicitations ou les accolades. Donc, vous ne souhaitez plus en avoir tant que ça? Écoutez, nous y sommes habitués. Monsieur le Directeur Général de la CNPS, merci d'être venu à cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai eu grand plaisir à converser avec vous et surtout, je l'espère, avoir apporté quelques éclaircissements sur ce que nous faisons à la CNPS. Et je demande à vos Camerounais qui suivent notre activité, à nos assurés sociaux de garder toujours confiance en nous. Nous continuerons tant que nos forces le permettront d'améliorer la qualité du service pour leurs bénéfices parce que c'est eux nos véritables patrons. Eh bien, des forces, nous vous en souhaitons. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Nous vous souhaitons une agréable fête de Pâques sur la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité à nous répondre ce jour. Ouais. Votre prière pour la paix pour le Cameroun en 2021, c'est la paix? Non, c'est la paix. Nous avons lutté pour la réunification de ce pays. Vous étiez, je ne crois pas que vous étiez né, personne ici, de 61, il était étudiant au Nigeria. Et nous avons lutté pour la réunification en 61. Et quand l'unification arrive, je demande à mon évêque pourquoi il continue à nous envoyer au Nigeria quand il y a un grand séminaire à Yaoundé. Mon évêque répond, Christian, c'est une question politique ça. J'ai fermé ma bouche, quoi. Mais quand il m'a ordonné, 2 ans après mon ordination, 3 ans, il me dit que vous devez aller aux études, continuer vos études de philosophie et théologie en Europe. Je demande à mon évêque, où en Europe? Il me dit à Rome, il dit, Monseigneur, il y a quelque chose à dire. Il me demande, qu'est-ce que vous avez à dire? Il dit, j'aimerais étudier la philosophie et la théologie dans un pays francophone. Pour maîtriser le français. Et je veux être bilingue comme mon pays et être chez moi partout au Cameroun.